Le couple franco-allemand existe-t-il ? La réponse la plus courante, c'est de dire oui, bien sûr. Ce n'est pas celle de notre invitée, Coralie Delhomme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et vous avez écrit ce livre, Le couple franco-allemand n'existe pas. Comment l'Europe est devenue allemande et pourquoi ça ne durera pas. C'est un titre assez fort. Alors, quelle est votre thèse sur ce sujet ? Alors, mon idée, c'était pas de nier qu'il existe une amitié franco-allemande, mais c'était de la remettre dans les proportions où elle mérite d'être mise. Il existe une amitié franco-allemande, il existe une amitié franco-britannique, il existe une amitié franco-espagnole, mais cette idée de couple me semble vouloir indiquer que la France et l'Allemagne dirigent ensemble l'Europe sur un pied d'égalité. Or, ça ne me semble pas du tout le cas en ce moment, et c'est même un peu une vision présomptueuse des choses, parce qu'en réalité, en raison d'un certain nombre de choix qui ont été faits, à la fois le choix de la supranationalité et à la fois le choix d'une Europe économique avec une monnaie unique, me semble avoir considérablement renforcé la position de l'Allemagne, d'autant plus depuis la réunification. Et aujourd'hui, on a une Europe qui est très largement dirigée depuis Berlin. Non pas que les Allemands aient forcément prémédité cet état de fait, mais parce que les structures de l'Union européenne, celles de la monnaie unique, celles du marché unique, ont conduit à cet état de fait. Alors c'est ça tout le paradoxe, qu'en même temps, vous dites que l'Allemagne a une position centrale en Europe, qu'elle a le plus de pouvoir en Europe, qu'elle a même d'ailleurs, vous expliquez, tous les postes clés en gros dans l'administration bruxelloise, et en même temps vous dites qu'elle ne souhaite pas cette domination, qu'elle ne l'assume pas. Alors de qui est-ce la faute, si faute il y a ? C'est de la faute des structures, en fait. Je pense au fur et à mesure qu'un certain nombre de choix politiques ont été faits, les structures ont fait que, désormais systématiquement, à chaque fois que l'Allemagne agit dans le but de préserver ou de conforter son intérêt national, elle germanise un peu plus l'Europe, quoi. Par exemple, lorsqu'on nous dit en permanence il faut faire des réformes pour regagner la confiance de l'Allemagne. Alors ça, c'est vrai que les élites françaises, les classes dirigeantes françaises utilisent énormément cet argument, partant du principe que le modèle allemand serait l'alpha et l'oméga et qu'il faudrait absolument avoir le modèle économique allemand pour être compétitif, pour être performant économiquement. Mais ça, je pense que c'est davantage un prétexte qui est utilisé en France qu'une véritable volonté allemande. Il y a une sorte d'état de fascination des classes dirigeantes françaises pour l'Allemagne et on lui prête des intentions qu'elle a peut-être, mais pas aussi clairement que ce qu'on affirme ici. Oui, donc ce que vous dites et ce que vous dénoncez assez violemment dans ce livre, c'est finalement l'attitude des dirigeants français successifs et des élites économiques françaises, qui est une attitude de fascination pour l'Allemagne et qui les conduit à ne pas discuter d'égal à égal. Finalement, il y aurait que De Gaulle qui aurait réussi ça, selon vous ? Quant à ce qui est de discuter d'égal à égal, ça me paraît plus possible aujourd'hui. L'Allemagne a pris un rôle a une place aujourd'hui trop prépondérante, mais c'est dû à plusieurs choses que j'essaye d'expliquer dans le livre. Alors d'abord, il y a le choix de cette Europe un peu, de cette entité à mi-chemin entre l'organisation internationale et l'État fédéral, qui rappelle beaucoup plus la tradition historique, la tradition politique de long terme de l'Allemagne, qui est un pays qui a été unifié très tard, qui est aujourd'hui très décentralisé. Et dans l'Union européenne telle qu'elle est organisée, les Allemands se sentent plus à leur aise et c'est pour ça que, notamment, qu'ils surinvestissent les institutions, le Parlement européen, la Commission. Ils ont aussi des présidents d'organismes comme le Mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement. Donc ils surinvestissent énormément les postes à l'échelon communautaire. Et puis, il y a cette série de choix qui ont été faits dans le domaine économique. Le choix du marché unique qui a remplacé le marché commun en 1986. C'était une idée de la commission Delors qui a été mise en œuvre au travers de l'acte unique. Et on a dérégulé complètement les mouvements de capitaux et les mouvements de personnes. Et s'en est suivi tout un phénomène assez long à expliquer, mais de polarisation économique qui a considérablement renforcé le cœur industriel de l'Europe et qui a considérablement appauvri les périphéries. Donc il y a eu un phénomène d'absorption de la richesse par le cœur de l'Europe et en particulier par l'Allemagne. Et puis ensuite il y a eu l'euro. L'euro qui a au départ été bâti sur le modèle du mark, même si avec Mario Draghi il n'est plus géré comme ça, mais qui a au départ été bâti comme une sorte de Deutsche Mark bis, qui était la condition pour que les Allemands acceptent la mise en œuvre d'une monnaie unique, donc ils ne voulaient pas tellement.
Bon, et cet euro aujourd'hui, il se trouve qu'il est à la fois surévalué pour un pays comme la France et sous-évalué pour un pays comme l'Allemagne. Donc ça fait des différentiels un peu artificiels de compétitivité qui sont dus aux choix politiques qui ont été faits. Le marché unique, l'euro. En même temps, vous l'avez dit, l'Allemagne, elle est très à l'aise dans un système fédéral puisque c'est le sien. Et donc pourquoi est-ce qu'elle ne va pas jusqu'au fédéralisme qui permettrait de compléter cette construction monétaire ? Parce que, en fait, l'Allemagne a utilisé l'Union européenne, la construction européenne depuis le début comme un moyen de retrouver sa souveraineté. Au départ, dans les années 50-60, c'était un pays vaincu qui a voulu se lier avec ses partenaires européens pour avoir les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits, et pour se normaliser un petit peu, pour montrer que c'est un pays ordinaire et gagner en respectabilité. Et l'Union européenne, la construction européenne, même avant d'être l'Union européenne, a permis à l'Allemagne de retrouver petit à petit sa souveraineté. Et maintenant que c'est fait, c'est un pays qui défend aujourd'hui ses intérêts nationaux de manière assez souverainiste. En fait, ce qui n'est pas anormal, tous les pays du monde, peut-être à part le nôtre, font ça en principe, défendent leurs intérêts. Et les Allemands aujourd'hui, qui ont recouvré leur unité, leur puissance, n'ont pas envie de payer pour les autres, en fait, tout simplement. Donc vous ne voyez pas l'Allemagne comme une puissance voulant l'Europe, et c'est pour ça que pour vous, cette Union européenne-là va échouer, en fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, ils ont à la fois intérêt à un statu quo qui les renforce économiquement, à cause de tout ce que j'ai dit tout à l'heure des structures économiques et politiques de l'Europe. Et à la fois, je pense qu'ils n'iront pas ils sont un peu dans un nœud de contradiction. Il y a un moment où les avantages vont se transformer en inconvénients. Par exemple, parce que l'Allemagne est un des gros prêteurs, le principal prêteur même de la zone euro. Imaginons que demain, il y ait un ou plusieurs défauts souverains de pays auxquels l'Allemagne a prêté de l'argent. Ce serait une catastrophe pour l'épargnant allemand, comme on dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des plans d'aide à la Grèce. C'est un peu ce que vous expliquez dans le livre. Oui, des plans d'aide à la Grèce qui se sont... C'était pour sauver le créancier, c'est ça en voilà, quelque sorte. C'était pour éviter que la Grèce fasse défaut et qu'on se retrouve à devenir, à devoir encaisser des pertes, alors que pour l'instant, on a consenti que des prêts. Alors, on le voit finalement dans ce livre, vous êtes plutôt nostalgique de l'approche gaulliste, qui était une approche d'une Europe non supranationale, une Europe de coopération interétatique. Vous pensez, pour finir, que c'est ça la voie de reconstruction, de redémarrage du projet européen ? Oui, je pense que c'était à la fois... Ça pouvait paraître moins ambitieux, mais c'était beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus respectueux de la souveraineté des États-nations. Et on voit bien que les peuples aujourd'hui ont une soif de souveraineté qui se traduit y compris dans des votes parfois agressifs. Mais tout ce qu'on appelle aujourd'hui les votes populistes, c'est un désir démocratique qui s'exprime, un désir de reprise en main du destin par les peuples, de leur propre destin par les peuples. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Si on veut avoir une Europe qui soit acceptée, il faut impérativement qu'elle soit organisée de telle sorte à préserver la souveraineté des peuples, parce que la souveraineté nationale, c'est l'autre nom de la démocratie. Coralie Delhomme, merci pour votre point de vue. Merci. Et puis donc, pour en savoir plus, le couple franco-allemand n'existe pas. Merci. Merci à vous.